dans la foulée de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous sommes toujours dans l'univers de la musique et cette fois nous parlons des salles de concert. Alors vous voyez, la chronologie est à peu près identique, hein, c'est-à-dire qu'on va parler de l'apparition des premières salles de concert, principalement au XVIIIe siècle. Donc on a à peu près un processus qu'on pourrait qualifier de, voilà, à peu près identique, hein, en tout cas comparable à l'évolution des opéras du XVIIe au XXe, comme nous l'avons vu, avec au point de départ des salons de musique, on va dire, des salons de musique privés dans des résidences princières, des châteaux, des résidences donc de la haute noblesse ou bien dans le cadre des cours, des grandes cours princières européennes. C'est le point de départ, comme on a vu en Italie pour les premières salles d'opéra. Et puis progressivement vont apparaître des salles publiques où va être admis un public plus large jusqu'à arriver donc à des formules plus modernes. Et là, à l'inverse de la semaine dernière, ce n'est pas l'Italie qui est à la tête du mouvement, mais plutôt l'Europe du Nord, avec l'Angleterre notamment, qui voit naître les premières salles publiques au XVIIIe siècle, et l'Allemagne aussi, avec un modèle qui va s'imposer, c'est celui qu'on appelle, c'est le premier point que nous verrons, le modèle de la boîte à chaussures, hein, qui s'oppose totalement au modèle de la salle à l'italienne que nous avons vu la semaine dernière. Donc ici, en l'occurrence, la boîte à chaussures, vous voyez la métaphore géométrique, il s'agit de salles de concert qui ont effectivement une forme de parallélépipède rectangle, vous voyez, en volume. Voilà le nom qu'on leur a donné. Ce modèle naît en particulier à Leipzig, en Allemagne, où le Gewandhaus de Leipzig est un peu le modèle de la boîte à chaussures qui va s'imposer à ce moment-là comme le modèle dominant. Et puis, dans ce cadre-là, nous verrons, fin 19e, se construire 3 salles qui sont considérées encore aujourd'hui, toujours sur le modèle de la boîte à chaussures, comme des salles absolument exceptionnelles, dont la sonorité est absolument extraordinaire, et qui sont appréciées de tous à la fois les spectateurs, bien sûr, les orchestres, les formations musicales qui s'y produisent. Il y a encore un petit peu de place, une ou deux, je crois, par là. Bon, mais ça fait rien. Voilà, alors, ce sera le deuxième point. Et ensuite, nous verrons donc, toujours à la même époque, apparaître des salles un petit peu démesurées, qui sont caractéristiques de l'évolution également des grandes métropoles européennes ou américaines, avec des exemples pris à Londres, Chicago et Barcelone. Puis, enfin, là, un changement total avec l'apparition d'un nouveau modèle qui va marquer un complet changement dans la conception du concert et du rapport du public avec les musiciens. C'est ce qu'on peut véritablement appeler la révolution de la Philharmonie de Berlin, qui, au début des années 60, fixe un nouveau modèle qu'on va appeler, là encore, métaphore, le modèle du vignoble, hein, par analogie avec les vignobles, vous voyez, avec leurs parcelles étagées qui entourent une vallée, un vallon où se trouvent les musiciens. Alors nous verrons ça d'un peu plus près avec l'exemple de la Philharmonie de Berlin, de Hans Scharoun, et ensuite nous verrons, pour terminer, enfin, nous verrons un peu comme on l'a vu la dernière fois, la grande multiplicité de formules qui se font jour à partir des années 90, un peu partout dans le monde, avec des exemples absolument tout à fait intéressants, mais qui sont très très différents dans leur conception. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, finalement, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, mais n'oubliez pas, jusque du point 1 au point 5, nous parlons en fait de concerts de musique classique, hein, c'est-à-dire la musique savante, on pourrait dire, hein, du 19e siècle, du 18e, 19e siècle en particulier, avec sa forme symphonique particulièrement. Mais n'oublions pas que nous sommes entrés dans une ère nouvelle du rapport à la musique, qui est celui de
comment dire, des apports de l'industrie musicale en général, hein, qui a gagné le monde et qui entraîne la construction, l'édification de nouveaux lieux dédiés à la musique, aux musiques actuelles, aux musiques populaires actuelles. Je crois qu'il faut vraiment le prendre en compte et cesser de voir le monde uniquement avec les formes de la musique classique. Il y a un nouvel univers de formes qui est celui donc des salles dédiées à la culture populaire, qu'elle soit d'origine industrielle ou non. Par industrielle, je veux dire produit de l'industrie musicale et médiatique. Donc c'est l'apparition de nouvelles formes, de nouvelles salles, un nouveau type de formes de salles, qui en France va être notamment le modèle du Zénith, dont le premier est construit dans le parc de la Villette à Paris et qui va essaimer dans toutes les grandes villes de province. Aujourd'hui, pratiquement toutes les villes de taille moyenne ou grande de province sont équipées d'une salle de type Zénith ou Arena. C'est un nouveau type de salle qui apparaît à ce moment-là. Voilà le programme pour aujourd'hui et nous commençons sans tarder avec la naissance de la boîte à chaussures, dans laquelle j'ai dit que l'Angleterre était un peu pionnière, puisque c'est là qu'apparaissent effectivement ce qu'on peut qualifier de première salle de concert publique, hein, là je parle, publique, et non plus dans les châteaux privés. Alors c'est à Londres en particulier évidemment qu'apparaissent ces salles, avec en particulier ici une salle qui a eu beaucoup de succès. Ce sont au cœur du Londres de l'époque, ce qu'on appelait les Hanover Square Rooms, il y avait en fait 3 salles dans un bâtiment, qui donnaient des concerts musicaux de toutes sortes. Et en particulier, vous voyez cette gravure qui, elle, date du début du 19e siècle, mais qui rend compte de la situation d'origine, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Alors, vous voyez le dispositif de ces salles, très simple, avec en fait des gens qui sont assis sur des chaises ou des bancs à plat. Tout le monde est, vous voyez, à plat. Parmi les salles les plus célèbres, celle de Hanover Square, où se produisent donc régulièrement des musiciens. Et vous voyez, le dispositif est très simple. Une salle rectangulaire, des spectateurs à plat, donc il n'y a pas vraiment de bonne vision. Ensuite, vous voyez que les musiciens sont disposés tout simplement sur un petit podium au fond de la salle, et puis c'est tout. Voilà, ça tient à ça, c'est tout, comme dispositif scénique et musical. Donc c'est un peu rudimentaire. C'est quand même là que se produit que Joseph Haydn, qui a eu une période londonienne, produit ces fameuses symphonies londoniennes. Il y en a plusieurs, et puis également un certain nombre de quartets qui sont présentés dans ce lieu. Donc au niveau de l'histoire musicale, ça a une certaine importance, même si ces salles ont disparu aujourd'hui. Il paraît que le lieu reconnu comme le plus intéressant à Londres à ce moment-là, c'était une salle appelée le Panthéon, vous voyez, dans un style néoclassique. Et vous voyez pourquoi on l'appelle le Panthéon, parce qu'effectivement, au milieu du corps de bâtiment, il y avait une sorte de rotonde que vous voyez ici, couverte par une coupole qui évidemment fait penser au Panthéon romain. Voilà la salle qui était considérée comme la plus intéressante à Londres à ce moment-là. Ça, c'est pour les salles fermées. Mais il y a un autre aspect également intéressant du spectacle musical à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le Vauxhall, c'est-à-dire donc un établissement en plein air de loisirs, on pourrait dire, voilà, en gros le sens qu'on pourrait donner au mot Vauxhall, qui était installé dans le parc, un des grands parcs londoniens qui existe déjà au XVIIIe siècle, le Green Park, tout près de Buckingham d'ailleurs, hein, c'est vraiment au centre historique de Londres. Et vous voyez ici, sur cette gravure, un dispositif qui a été construit pour un spectacle temporaire. C'est à l'occasion de la musique composée par Handel, musique pour les feux d'artifice royaux de 1749. Vous voyez, nous sommes en plein milieu du XVIIIe siècle, et vous avez là un type de musique aussi qui intéresse, de dispositif, c'est le dispositif en plein air, qui permet, donc là on est dans un lieu qui a été conçu pour accueillir justement tout le monde, hein. Donc c'est vraiment un aspect populaire
du spectacle musical qui apparaît là, différent des salles fermées qui, bien qu'accueillant un public plus nombreux que les salles aristocratiques, restent néanmoins une jauge assez limitée quand même, hein, à quelques centaines, ou voire 800 ou 1000 personnes au grand maximum. Là, on est dans un autre dispositif qui va comment dire, se répandre aussi, hein, en Europe et dans le monde. C'est-à-dire la musique en plein air avec des dispositifs adaptés du type kiosque, en gros. Et vous avez en particulier... Alors ça, c'est un dispositif temporaire. Et puis vous avez ici... Alors vous voyez comme les peintures de Canaletto et de ces paysagistes italiens sont précieux, hein, sont précieuses. Vous avez là un tableau de Canaletto qui est de la même époque, 1751, et qui vous montre justement comment le parc, le Green Park, s'est équipé de ces sortes de kiosques, vous voyez, ouverts, autour duquel on peut imaginer facilement, comme ici sur cette gravure, vous voyez, l'affluence dans une ambiance bon enfant, on pourrait dire, hein, c'est vraiment un spectacle populaire. Vous voyez à gauche, en haut, les musiciens. On voit ici une chanteuse. On voit des gens amassés qui ont l'air de papoter entre eux tout en écoutant la musique. On voit des gens qui sont attablés, ici et là. On devine qu'ils sont en train de grignoter quelque chose, visiblement. Moi, ça me fait penser, quand je vois cette gravure, un peu au dispositif des Biergarten en Allemagne. En été, vous voyez, il y a souvent dans les grandes villes allemandes des jardins comme ça, des jardins à bière où on vient consommer et en même temps écouter de la musique dans une sorte de kiosque, une musique populaire qui souvent est composée de pièces musicales qui font partie du répertoire classique mais qui sont devenues des tubes, on pourrait dire, de la musique classique que tout le monde connaît et écoute avec plaisir, ou bien des morceaux de musique vraiment populaires, folkloriques ou autres. Vous voyez, on est déjà dans ce dispositif qui va se répandre ensuite un peu partout dans le monde, et notamment en France. Le 19e siècle voit apparaître dans ces jardins, publics aussi, de nombreux kiosques à musique, comme celui du Jardin Massé, hein, qui à l'origine était aux allées, sachez-le, aux allées du Général Leclerc, et qui a été démonté et transféré au Jardin Massé. Mais c'est un bon exemple de ces kiosques qui apparaissent au XIXe siècle, un peu dans le même esprit. Mais le dispositif qui, lui, va marquer son temps et qui va être repris et qu'on va essayer de reproduire et d'imiter dans l'Europe entière, c'est le fameux Gewandhaus de Leipzig, qui est donc, vous le voyez, ouvert en 1781, donc à toute fin du XVIIIe siècle. Le Gewandhaus, ça veut dire littéralement la maison des drapiers, hein, la maison du drap. C'est-à-dire, en fait, c'est un bâtiment qui était à l'origine, à cette époque-là, au service de la corporation des marchands drapiers de cette grande ville marchande, hein, commerçante, qu'était Leipzig à ce moment-là, en Saxe, je rappelle. Et c'est donc au premier étage ici de ce bâtiment que s'ouvre, donc en 1781, une salle de concert qui va marquer son temps par sa géométrie très, très rigoureuse. La voilà, photographiée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à l'époque où existe la photographie. Alors, il y a eu un premier Gewandhaus qui avait 500 à 600 places, puis il a été agrandi au cours du XIXe siècle, entre les années 1830 et quelques et les années 1860, on va dire, et c'est probablement à ce moment-là que cette photo a été prise qui vous montre le dispositif tel qu'il existait au milieu du XIXe siècle. En particulier, à l'époque où le nouveau maître des lieux, le directeur musical, c'est Mendelssohn. Mendelssohn a été nommé à la tête de ce Gewandhaus en 1835. Et il est resté jusqu'à sa mort, je crois vers 1849, me semble par là. Donc voilà, cette salle qui va devenir une salle légendaire à travers toute l'Europe, avec son dispositif assez curieux. Vous vous rappelez à quel point le théâtre à l'italienne est centré, vous voyez, quand même sur la scène et la fosse d'orgue. Ici, là, on a au contraire un alignement, vous voyez, de sièges, avec des gens qui se regardent, qui se font face, et d'autres qui sont en travers, ici au fond, tandis que sur le podium se produisent les musiciens,
Et puis, à l'étage, on a 2 galeries où les gens se tiennent debout. Comme vous pouvez le voir, c'est cette gravure. Voilà, une gravure faite au 19e siècle, à cette époque-là. Et on voit très bien ce dispositif qui paraît assez étrange quand même, vous voyez, pour les spectateurs, puisqu'il tourne un peu le dos, finalement, à l'orchestre. Bon, voilà, c'est ça, ce Gewandhaus qui va faire autorité parce qu'il a une acoustique extraordinaire. C'est ça qui va être retenu, c'est que ce type de salle rectangulaire avec ce dispositif, finalement, c'est ce qui à l'époque apparaît comme les lieux les plus adaptés à la production d'un son de qualité. Et donc il va être ensuite imité dans d'autres villes. Alors je poursuis sur Leipzig. Un peu plus tard, on ouvrira un nouveau Gewandhaus. Vous voyez ici un bulletin de souscription, car sa construction a été financée par à la fois du mécénat privé et puis un appel à la souscription publique. Et là, vous avez, vous voyez, un bulletin de souscription où vous voyez écrit pour Neuen Gewandhaus, pour le nouveau Gewandhaus. Donc vous voyez ici une photo prise à la fin du 19e siècle. Et vous voyez que c'est un bâtiment néoclassique, tout à fait, un peu dans l'esprit du néoclassicisme allemand dont on a parlé la semaine dernière. Et devant ce bâtiment figure, après la mort de Mendelssohn, une statue qui célèbre un peu sa mémoire. La voilà, prise en photo, vous voyez, un peu plus tard. Cette statue que les nazis s'empresseront d'abattre lorsqu'ils prendront le pouvoir en 1833, parce que vous savez sans doute que Félix Mendelssohn était juif. Donc c'était intolérable de voir une statue d'un juif devant un monument public comme le Gewandhaus de Leipzig. Et puis le pauvre Gewandhaus va évidemment souffrir de la guerre, comme la plupart des villes allemandes bien sûr, et il sera dans un piteux état, vous le voyez, à la fin de la guerre. Néanmoins, il sera reconstruit, rebâti, jusqu'à ce que finalement, en considérant que bon, il a fait son temps, les autorités de la RDA, puisqu'on est en RDA à ce moment-là, décideront de le démolir et de construire un troisième. Donc le Gewandhaus d'aujourd'hui à Leipzig est le troisième de la série, construit dans les années 70, dans un style qu'on va qualifier justement de brutaliste. Hein, c'est dans l'actualité, un peu brutaliste. Et voilà, je signale quand même au passage que les années 90, notamment, le directeur musical, ça va être le légendaire Kurt Masur, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, un des grands chefs du XXe siècle, Kurt Masur, qui va diriger cette phalange de Leipzig pendant 20 ou 30 ans, je crois, et laisser quelques enregistrements tout à fait mémorables. Si vous avez l'occasion d'écouter des enregistrements, en particulier des symphonies de Mahler par Kurt Masur, n'hésitez pas, vous serez satisfait. Alors voilà pour Leipzig et le Gewandhaus, qui va donc essaimer, on va dire, on va essayer de retrouver les qualités musicales de ce lieu dans d'autres villes, à commencer par Vienne, hein, un peu rivale bon, c'est la grande capitale musicale de l'Europe aussi, Vienne, hein, à ce moment-là. Donc à Vienne s'ouvre en 1869 le fameux Musikverein, hein, la société musicale de Vienne, se fait construire un bâtiment qui, par opposition à ce que vous avez vu la semaine dernière, vous vous rappelez, l'opéra massif, monumental sur le Ring. Et donc là, on est aussi pas loin du Ring, un peu en retrait, mais on est proche du Ring lui-même. La Société musicale de Vienne se fait construire un bâtiment spécifique où il y a 2 salles. Une salle de musique de chambre qui est appelée la salle Brahms, porte le nom du grand compositeur Brahms, et une grande salle d'environ 1500 ou 1600 places, me semble-t-il, qui est connue dans le monde entier, puisque c'est là que se déroule le fameux concert du Nouvel An chaque année. Voilà. Ça, c'est la petite salle, la salle Brahms, qui est consacrée, vous le voyez, à la musique de chambre. Vous voyez un piano, une estrade assez limitée, donc c'est pour des petites formations, des quatuors ou trios, etc., ou musiciens solistes, donc quelque chose d'assez limité, avec, vous voyez, on retrouve le dispositif du Gewandhaus, avec les spectateurs à plat,
au parterre et puis les galeries sur le côté. Donc, vous voyez, l'esprit du Gewandhaus se perpétue à travers ce genre de salle. Et puis voilà, la grande salle, là où se produit l'orchestre philharmonique de Vienne, le fameux philharmonique de Vienne, qui est mondialement connu, c'est la salle dorée. Vous voyez pourquoi, hein, le décor doré qui caractérise cette salle et qui, elle, a une jauge de environ, je dirais, 1500 personnes, en gros. Voilà une vue générale avec l'orchestre au cours d'une prestation. Mais vous voyez toujours les spectateurs à plat et les galeries sur le côté. Donc le même modèle se perpétue. Et puis un petit saut aux Pays-Bas, où s'ouvre aussi, vous voyez, fin du XIXe siècle, la fameuse salle du Concertgebouw. Je crois qu'en hollandais, ça veut dire à peu près la même chose. Le Concertgebouw, ça veut dire la société des concerts, hein, en gros, d'Amsterdam, qui est considérée aussi comme une des meilleures salles du monde, au même titre que le Musikverein de Vienne. Elle s'ouvre en 1888 en adoptant, vous voyez, un dispositif néoclassique dans son architecture générale, et à l'intérieur, vous retrouvez à peu près la boîte à chaussures, hein, dont nous parlons depuis le début, mais avec des transformations. D'abord, vous remarquez que cette fois, derrière l'estrade pour l'orchestre, il y a des spectateurs qui sont rangés là. Donc on change un petit peu le dispositif, on voit apparaître un nouveau type avec des gradins qui sont derrière l'orchestre et qu'on va retrouver évidemment dans les futurs dispositifs comme celui de Berlin plus tard. D'ailleurs, on dit que souvent, ça introduit une certaine proximité, à ce moment-là, des spectateurs ou d'une partie des spectateurs avec directement les musiciens qui sont devant eux. Et on dit que souvent, les directeurs d'orchestre, les chefs d'orchestre, passent par ici, vous voyez, pour se présenter aux spectateurs et déjà traverser un peu les spectateurs, être proche d'eux. Voilà. Deuxième remarque, donc du coup, le fond de la salle est plutôt courbe, si vous voulez, plutôt que plat, comme il était dans les dispositifs précédents. Vous remarquez le plafond à caisson également, hein, là, qui, paraît-il, joue un rôle important dans l'acoustique. Voilà un nouveau type de travail qui va être aussi reproduit, parce qu'on va le retrouver. Alors, je précise que ce Concertgebouw est tout à fait contemporain de la construction du Rijksmuseum d'Amsterdam. Certains d'entre vous doivent sans doute le connaître, avec là où se trouvent les grands tableaux de Rembrandt, etc. C'est l'époque où Amsterdam se dote de ces deux grands équipements, le musée royal, le Rijksmuseum, et le Concertgebouw, qui sont de part et d'autre dans une grande esplanade verte, qui s'appelle le Museumplein, si je ne me trompe pas, qui est au cœur donc de l'Amsterdam nouvelle de la fin du XIXe siècle. Alors maintenant, on voyait qu'il y a toujours des galeries sur le côté, avec quand même, pour les spectateurs, une espèce de gymnastique, une position peut-être un peu inconfortable, mais vous voyez, cette tradition se perpétue. Et voilà, une autre vue, vous voyez, avec les spectateurs et le plafond, et vue justement de ces gradins, situés derrière la formation orchestrale. Voilà Amsterdam. Et puis nous passons l'Atlantique pour aller au troisième exemple, le Boston Symphony Hall, ouvert en 1900, vous voyez, qui reprend quasi intégralement, sur le plan architectural, le même dispositif, de type un peu néoclassique, avec la grande salle qui est visible dans la structure générale du bâtiment. Et voilà l'intérieur. Et alors vous pouvez remarquer, alors là, on pourrait dire que pour la première fois, vraiment, ce qui fait la qualité acoustique de ce lieu, c'est qu'on a fait appel à un ingénieur, un physicien-ingénieur, qui est venu travailler sur l'acoustique générale de la salle. Ils ont été le pêcher pas loin, hein, à Harvard, dans la banlieue de Boston. Et donc, il est venu donner son avis là-dessus, et il a donc contribué à faire de cette salle
un des lieux les plus renommés au monde pour ses qualités, pour la restitution du son. Vous savez, ça va devenir un enjeu de plus en plus important. Comment concilier les différentes sources du son? Vous savez qu'il y a le son direct, celui qui est émis par la formation musicale ou les chanteurs depuis l'endroit où ils se trouvent, et puis après il y a les phénomènes d'écho, ce qu'on appelle la réverbération du son. Et tout l'art de l'acousticien va être d'essayer de marier au mieux ces sources de son différentes de manière à ce qu'elles soient équilibrées et que le spectateur ne soit pas gêné. Voilà. Alors ça va être tout l'art des acousticiens au cours du XXe siècle. Ça commence là en particulier, où il y a vraiment un travail scientifique qui est appliqué pour cette nouvelle salle, qui reste encore dans le système boîte à chaussures. Et puis comme nous sommes à la fin du siècle, début du XXe, on voit apparaître dans le paysage urbain de l'époque des salles qui ont pour ambition d'abord d'être vraiment des objets architecturaux qui en imposent. Là on quitte un peu la sobriété de Vienne, de Leipzig ou de Boston, et on entre dans des types de bâtiments qui sont faits pour en mettre plein la vue, si j'ose dire, hein, voilà, qui sont vraiment des bâtiments tout à fait imposants et spectaculaires qui s'imposent d'une certaine manière dans le paysage urbain. À commencer par le Royal Albert Hall de Londres, hein, qui est, vous voyez, un très beau bâtiment, hein, qui a vraiment beaucoup d'allure, hein, qui se trouve dans le quartier de South Kensington, et qui s'ouvre, vous le voyez, donc 1871, qui prend le nom d'Albert, hein, le mari de Victoria, et le voilà vu du sol, beau bâtiment, très beau bâtiment qui garde vraiment une grande force à travers le temps, et qui a été conçu pour recevoir des foules considérables. C'est-à-dire là on change d'échelle, puisque a priori il a été conçu pour recevoir 8000 personnes. Donc vous voyez, là on entre dans une ère nouvelle où on se pose des questions de spectacles d'une envergure différente, avec ici voilà, un dispositif quand même assez gigantesque, qui a été réduit aujourd'hui, vous le voyez, à 5000 et quelques. Néanmoins, ça reste quand même une arène considérable. Et bon, voilà, elle a des qualités esthétiques, enfin, des qualités acoustiques peut-être un peu discutables, hein. En tout cas, aujourd'hui, elle est très populaire, très fréquentée. Par exemple, si vous avez l'occasion d'être à Londres en été, ben, il y a chaque été à Londres une sorte de festival musical qui s'appelle les Proms, et qui sont des concerts quotidiens dans ce Royal Albert Hall, auquel vous pouvez assister pour une somme modique, et en particulier vous pouvez être au milieu où, en tout cas moi à l'époque où j'y étais, on pouvait être debout là au milieu, vous voyez, sur le parterre, il n'y a pas ces sièges, donc on pouvait pour quelques livres accéder à des concerts sympathiques, bon, pas de très grande qualité forcément, mais de bonne qualité quand même, pour donc une ouverture à un large public de ces manifestations musicales. Voilà pour le Royal Albert Hall, qui peut se transformer, vous le voyez, en arène rock. Hein, donc vous voyez, on change de statut là, on est entré là c'est des images d'aujourd'hui, hein. À l'origine c'est pas ça, mais quand même, on voit se dessiner une utilisation différenciée de ces lieux. Et puis Chicago, qui devient aussi un peu la ville de la démesure, hein. À l'époque où nous sommes, fin 19e, c'est l'époque où Chicago invente le gratte-ciel et devient la ville de l'architecture moderne américaine, en particulier dans l'atelier de Adler et Sullivan. Je vous rappelle que le jeune Frank Lloyd Wright fait ses premières armes dans le cabinet de Sullivan, et avant de s'installer lui-même à Chicago, d'installer son atelier quelques années après. Alors vous voyez là un programme tout à fait considérable et complètement différent, parce que là on a affaire à un programme qui comprend bien entendu une énorme salle de concert, mais aussi, si je me souviens bien, un hôtel, des appartements,
et une bibliothèque. Donc vous voyez, un programme tout à fait complexe qui va être édifié avec un bâtiment assez énorme. On dit que ce bâtiment, à l'époque où il a été construit, était le plus gros bâtiment existant aux États-Unis à cette époque-là. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme dans le paysage urbain. Ça, c'est une photo, une gravure de l'époque. Voilà, dans les années 60, à l'époque de l'automobile, vous voyez, le bâtiment est resté à peu près identique et il l'est toujours aujourd'hui. Donc, un bâtiment considérable à l'échelle d'une ville qui se développe prodigieusement. Chicago connaît une explosion urbaine absolument extraordinaire à ce moment-là et invente, en quelque sorte, mieux que New York, l'architecture moderne américaine. Alors, voilà l'intérieur. Vous voyez, donc la complexité du programme dans ce bâtiment colossal. Voilà, la salle de concert est là. Vous voyez, avec deux grands niveaux principaux. Un niveau 1 ici, un niveau bas, et puis une sorte de grand balcon. Voilà. Et puis tout autour, vous voyez, d'autres fonctions de ce bâtiment, dont j'ai dit, je les ai énumérées tout à l'heure. Et voilà des photos prises aujourd'hui de cette salle qui a été rénovée dans l'esprit de son décor d'origine. Car nous sommes en 1899, donc c'est l'époque où l'électricité, la fée électricité se répand dans les bâtiments publics, dans les rues, dans les bâtiments publics, et où on va donc imaginer des dispositifs ornementaux utilisant des ampoules électriques et va produire des effets un peu féeriques dans ces salles d'un nouveau type. Alors voilà maintenant, pour terminer, vous voyez, une vue d'aujourd'hui avec la décoration telle qu'elle était à l'origine, à peu près quoi. Voilà. On a procédé à une rénovation pour retrouver l'authenticité de la salle d'origine. Alors voilà, une salle considérable. Et puis pour terminer ce tour d'horizon, voilà quelque chose alors d'absolument étonnant. Hein, dans la Barcelone de cette époque-là, c'est la Barcelone de Gaudi, c'est la Barcelone qui elle aussi connaît un développement assez prodigieux, comme je vous l'ai décrit l'année dernière en particulier, avec l'apparition de cette génération d'architectes catalans qui vont caractériser les nouveaux quartiers, les Eixample, les nouveaux quartiers de Barcelone. Et en particulier ici, vous voyez, c'est le Palau de la Musica Catalana, le palais de la musique catalane, qui est commandé par l'Orfeo catalan, c'est-à-dire l'Orphéon catalan, la société musicale de Barcelone, qui est un des foyers du catalanisme. Nous sommes à l'époque où commence à s'affirmer la particularité catalane autour de mouvements culturels en particulier, comme ici la musique, mais le théâtre aussi, d'autres choses, et l'architecture participe de ce mouvement. Et là, vous avez Luis Domènech i Montaner, qui est un peu l'autre grand nom après Gaudi à Barcelone. Si vous connaissez la Sagrada Familia, non loin de là, il y a l'hôpital Sant Pau, hein, qui a été construit par Domènech i Montaner, pour vous situer dans l'espace de Barcelone. Là, nous sommes en bordure de la vieille ville, du quartier gothique, ce qu'on appelle le quartier gothique, le long à proximité de la grande rue qui vient de l'Eixample et qui descend vers le port, qu'on appelle la Via Laietana. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est voilà, le long de cette rue qu'a été édifié cet extraordinaire bâtiment que moi je n'apprécie que modérément, hein, de point de vue esthétique. C'est vraiment une espèce d'exubérance décorative. Alors là, vous voyez, on est loin de la sobriété du Musikverein de Vienne ou du Gewandhaus de Leipzig. Hein. Donc vous voyez, là on est vraiment dans un effet waouh. L'année dernière, la semaine dernière, l'effet waouh, là on est en plein dans l'effet waouh, vous voyez. Alors je ne sais pas, je ne connais pas l'acoustique de la salle, je n'ai pas eu le plaisir d'assister à un concert dans cette salle. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, le décor est absolument imposant et s'impose à la vue. Donc, peut-être que ça parasite un petit peu aussi l'écoute, je n'en sais rien. Je ne vais pas être médisant. Enfin voilà, je vous le présente. Vous voyez, avec ces effets décoratifs absolument prodigieux. Bon, voilà, c'est un objet insolite quand même dans l'inventaire des grandes salles européennes.
à l'apparition de ce nouvel objet architectural qui est la nouvelle Philharmonie de Berlin, qui est construite, vous voyez les dates, au tout début des années 60. Bah, pour beaucoup d'entre vous, ça doit évoquer quelque chose, 61, la construction du mur. Hein. Donc on est dans ce contexte-là. Et c'est pas sans importance, car la construction de cette philharmonie à Berlin, en 61, a une force symbolique singulière. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu un élément de la, sinon de la Renaissance, en tout cas de la résistance de Berlin à la coupure en deux voulue par les autorités de l'Est. Et précisément, vous voyez ce bâtiment d'abord qui arbore des formes tout à fait singulières. On est vraiment dans quelque chose qui est assez nouveau, qu'on peut rattacher au courant de l'architecture expressionniste des années 20 et 30, dont je vous ai un peu parlé. Rappelez-vous, la semaine dernière, le théâtre de Hans Pölzig, vous vous rappelez, la grande salle de théâtre de Hans Pölzig avec ses stalactites. Ben voilà, Hans Scharoun fait partie de la même génération d'architectes expressionnistes, comme donc Pölzig, Bruno Taut, dont je vous ai parlé aussi l'année dernière. Tous ces gens qu'on a classés, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin bon, on peut les rapprocher et on a l'habitude de les classer dans la catégorie des architectes expressionnistes. Alors, Hans Scharoun est convoqué, est invité à construire ce bâtiment dans un contexte géographique très particulier. Voilà une photo d'époque. La nouvelle Philharmonie vient d'être construite, vous voyez, dans ce no man's land. Vous voyez le mur? Il est là. Voilà le mur. Et voilà les barbelés derrière avec les miradors. Ça c'est Berlin-Est, ça c'est Berlin-Ouest. On est au sud du fameux Tiergarten, ici, et on est dans ce no man's land qui s'est formé là, à la fois résultat des dégâts de la Seconde Guerre mondiale et de la volonté également des autorités soviétiques ou de la RDA de dégager l'espace à vue autour du mur. Et c'était aussi l'endroit, rappelez-vous, un cours que je vous ai fait l'année dernière, il me semble, non, c'était cette année, où j'ai évoqué le projet de Germania, le projet mégalomaniaque hein, d'Hitler, de construire donc une nouvelle capitale à l'échelle du Troisième Reich millénaire. Et on avait commencé à déblayer le terrain là pour implanter le nouveau Germania. Donc à tout point de vue, c'était un terrain qui était complètement dévasté, vous voyez, où on avait éliminé pratiquement toutes les constructions. Et c'est là qu'on a choisi, que les autorités de Berlin ont choisi de jeter les premières bases de ce qui va s'appeler rapidement le Kulturforum, c'est-à-dire le forum de la culture, où on va réunir plusieurs bâtiments centrés sur la culture et les arts. Il y aura donc, là, la première pierre, c'est la Philharmonie, mais il y aura rapidement une deuxième pierre, je vous en ai parlé lorsque j'ai parlé des nouveaux musées du XXe siècle, c'est la nouvelle galerie nationale de Mies van der Rohe, vous voyez, c'est parallépipède de verre et d'acier noir qui va être implanté tout près de l'église, là, par là, tout près de l'église qui est ici, qui est une église néo-gothique. Donc ça va venir équiper la suite du forum, puis il va y avoir la Gemäldegalerie, puis il va y avoir une nouvelle bibliothèque d'État dont je vous parlerai la semaine prochaine. C'est les nouvelles grandes bibliothèques des années 70. Voilà, donc progressivement cet endroit va se meubler et devenir un des grands foyers de la culture et de l'art à Berlin. Et symboliquement se dresser face à l'Est, vous voyez, comme une réponse à la dictature et au régime de la RDA. Voilà le contexte, mais il est important à comprendre parce que ça va être aussi, ça fait partie de l'effet Philharmonie. Il y a à la fois l'architecture, les qualités acoustiques, le dispositif,
et en même temps son rôle symbolique dans l'histoire de la ville. Le voilà, vu sous un autre angle, vous voyez. Et puis, voilà aujourd'hui, le même endroit, vous voyez que l'endroit que je vous ai montré désert tout à l'heure, ici, là, c'est là qu'il y avait autrefois, avant la guerre, la fameuse Potsdamer Platz, qui était le cœur battant de Berlin. La Potsdamer Platz, c'était comme, je ne sais pas, on pourrait comparer à la place, à l'Étoile à Paris, le carrefour le plus important de la ville, là où vraiment la ville de Berlin vivait de façon frénétique, on pourrait dire, c'était le Berlin d'avant-guerre. Cet endroit était devenu un no man's land, vous voyez, donc pour les vieux Berlinois, c'était quelque chose d'absolument hallucinant de voir leur ville pratiquement rasée à cet endroit-là. Alors, aujourd'hui, se dressent les nouveaux bâtiments, les nouveaux buildings de la nouvelle Potsdamer Platz, que pour ma part, je trouve assez peu réussi. Hein. Mon point de vue, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent la Potsdamer Platz d'aujourd'hui, mais ce n'est pas une grande réussite, ni urbaine, ni architecturale. Bien qu'il y ait des grandes signatures là-dedans. Mais ce n'est pas terrible. Cette photo-ci pour vous montrer une extension de la Philharmonie. C'est la construction dans les années 70 par un disciple de Scharoun d'une salle consacrée à la musique, aux concerts musicaux. Je veux dire, bien sûr, la Philharmonie aussi, mais non, je veux dire aux petites formations, musique de chambre, hein, pour des formations limitées, avec une salle qui a, je crois, 600 places. Donc un format tout à fait différent. Alors maintenant, justement, ce qui est la grande nouveauté pour laquelle on peut parler d'un avant et un après Philharmonie, c'est que pour la première fois apparaît ce qu'on va appeler communément le plan en vignoble. Vous le voyez ici en bas, le plan en vignoble, c'est la Philharmonie de Berlin dont nous parlons en ce moment, avec par opposition, voilà le plan en boîte à chaussures du Musikverein de Vienne. Et le rectangle de Vienne et ici le dispositif de Scharoun. Avec, vous le voyez, tout autour de l'emplacement des musiciens, des gradins qui sont étagés, comme on peut le voir ici, vous voyez, là, différents gradins différenciés qui s'étagent autour du podium de l'orchestre et qui constituent effectivement comme des sortes de parcelles étagées telles qu'on peut les voir dans les vignobles rhénans ou mosellans, vous voyez, hein, par exemple, avec ou bien au-dessus du lac Léman, on a comme ça ce type de vignoble en pente sur des terrasses au-dessus du lac ou au-dessus d'un fleuve. C'est par proximité avec ce dispositif qu'on a donc appelé ce type-là le vignoble, avec, métaphoriquement, on pourrait dire, l'orchestre dans la vallée, hein, vous voyez, dans la vallée, au pied du vignoble. Voilà d'où vient cette expression. Et là, on voit très bien sur ce plan comment les différentes parties sont disposées autour de l'orchestre. Voilà ce que ça donne sur place, avec, vous voyez ici, le dispositif peut être modulable, hein. On peut changer de dispositif selon le type de musique qu'on va produire. Ici, on voit qu'on est dans le dispositif type musique de chambre ou concert solo, vous voyez, avec un piano, par exemple, et un podium réduit quand même à un petit hexagone ici, assez limité, et des gradins qui tout de suite entourent ce lieu. Puis, vous voyez évidemment aussi l'importance des dispositifs acoustiques qui ont été expérimentés à ce moment-là. La Philharmonie de Berlin, ce n'est pas seulement le dispositif des gradins, mais c'est aussi tous les ensembles acoustiques modernes qui ont été expérimentés dans cet endroit-là et qui ont servi aussi de réflexion et de point de modèle pour beaucoup d'autres de constructions futures. Voilà le dispositif avec l'orchestre philharmonique ou l'orchestre symphonique de Berlin, dont vous savez sans doute qu'il a été pendant des décennies dirigé par Herbert von Karajan, qui est devenu la star de la musique
hein, notamment pour ses grandes prestations à la tête de la fameuse Philharmonie de Berlin, avec son style tout à fait dynamique, on va dire, qui l'a caractérisé, très ostentatoire, que certains appréciaient beaucoup, mais que d'autres ont critiqué aussi, hein, parce que bon, il n'y avait pas que des qualités. En tout cas, il a contribué aussi à la gloire de cette salle, hein, effectivement, et il y a beaucoup de captations vidéo qui montrent ses prestations assez fabuleuses. Et puis alors, ce qui est important aussi, c'est que on est là dans un nouveau rapport du public aux musiciens précisément. Il y a une proximité, une joie qui est partagée. Voilà, je crois qu'il y a, alors que dans la salle un peu traditionnelle, il y a parfois quelque chose d'un peu compassé. Vous voyez, on vient écouter un concert, un peu comme on entre en religion. Hein. Bon. Silence, on n'applaudit pas. Vous savez qu'il y a tout un tas de rituels qu'il ne faut pas brusquer. Si vous vous mettez à applaudir entre deux mouvements, mais alors là, bon, vous vous faites sortir, quoi. Bon, c'est pas possible. Donc il y a un rituel de la représentation musicale qui ici disparaît. Ici, c'est l'enthousiasme qui prime. Le public est invité un peu, presque physiquement, vous voyez, à manifester sa joie, le plaisir qu'il est d'être là et de partager avec les musiciens qui sont tout à côté le plaisir de l'écoute, de la prestation musicale. Donc c'est un renversement aussi du rapport du public à la musique et aux musiciens. Oui, alors là c'était pour vous montrer la nouvelle salle des années 70 qui a été construite. Et puis alors, autre chose importante pour Scharoun, et là on est vraiment dans ce souci de rendre la culture accessible littéralement, matériellement aux gens ordinaires, c'est que là on n'a plus du tout la façade imposante, monumentale des opéras qu'on a vus, ou des grandes salles même de concert. On entre directement... Ah, j'ai sauté une image. Laquelle? Ah oui, voilà, c'était celle-là que je voulais vous montrer, effectivement. Non seulement la salle qui est là, donc il y a maintenant deux salles, mais vous voyez ici l'entrée. L'entrée donc tout à fait modeste, vous voyez. On pourrait dire que c'est presque l'entrée d'un cinéma, ou d'une galerie marchande, ordinaire, vous voyez, un supermarché, et le bus vous dépose là, vous voyez, le bus arrive là, ça c'est la rue de bus. Donc vous arrivez en bus, vous sortez et 10 mètres après vous êtes dans votre salle de spectacle. Vous voyez, donc simplicité, on est au ras du sol, pas d'escalier majestueux, tout ça on laisse de côté, on offre au public un lieu facile d'accès où on va rentrer vraiment sans affectation particulière. Et l'impression se poursuit à l'intérieur. Vous voyez qu'on a fait le choix de travailler sur les matériaux à l'état brut, sans marbre et tout le décorum qu'on a vu dans les salles traditionnelles. On est donc dans une architecture qui se donne à voir pour ce qu'elle est, avec ses forces constructives et ces espaces dégagés, où on imagine que les gens marchent un peu comme ils veulent là-dedans, il n'y a pas d'itinéraire imposé, on circule comme on veut. Vous voyez, c'est un peu le principe de la promenade architecturale, qui était cher à Le Corbusier, qu'on retrouve ici, où on voit également des dispositifs qui permettent aux gens de circuler de façon très libre, très décontractée. D'ailleurs, souvent, le public qu'on voit dans ce lieu n'arrive pas en dimanché, hein. On arrive en blouson, en pull, en jean. Vous voyez, c'est vraiment un monde tout à fait différent des grandes sociétés musicales comme la Musikverein de Vienne, par exemple. Voilà, alors du coup, vous voyez, après ce coup de théâtre, si j'ose dire, hein, de la Philharmonie de Berlin, évidemment, on va avoir une multiplication de formules qui vont apparaître dans les années 90, 2000, et dont je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer l'extraordinaire multiplicité, variété de propositions actuelles. Et on va commencer par une que je ne connais pas directement, je ne connais que par les photos, mais bon, j'aimerais y faire un tour un jour. C'est à Évian.
Évian, la Grange au lac, qui est au-dessus d'Évian. Vous savez qu'Évian est au bord du lac Léman. Hein. Alors, Évian, ça vous dit quelque chose quand même? Bon, vous connaissez les eaux d'Évian. Les eaux d'Évian, c'est propriété de Danone, groupe Danone, numéro 1 mondial des eaux minérales et des produits laitiers. Et ce groupe a été constitué notamment sous la direction d'un PDG légendaire, dont le nom m'échappe à l'instant, mais je vais le retrouver. Mais vous le connaissez tous. Ribou, voilà. Merci de m'aider. C'est Antoine Ribou, effectivement, le fondateur du groupe Danone, qui était aussi amateur de musique et qui avait fondé un festival qui avait lieu l'été à Évian. Et sous sa direction, à partir des années 90, il va en faire un lieu plus prestigieux, en particulier en invitant, il a conçu finalement ce lieu à ce moment-là, pour inviter en particulier un de ses amis proches qui était Rostropovitch, le violoncelliste russe que tout le monde a vu jouer du violoncelle en octobre 89 devant le mur de Berlin. Ben, ce Rostropovitch était un ami d'Antoine Ribou. Et c'est pour lui en particulier qu'il a conçu ce lieu où il se produisait chaque été au cours du festival. Le nom de la Grange au lac, vous le voyez pourquoi, on est effectivement dans une forme en bois qui rappelle les granges traditionnelles, et on est au-dessus du lac Léman. Et l'architecte, vous le connaissez parce que je vous ai déjà parlé de lui dans des cours précédents, Patrick Bouchin. C'est un architecte qui en particulier travaille beaucoup sur le bois, comme vous le voyez. C'est lui qui par exemple a construit le théâtre équestre de Zingaro à Aubervilliers. Que je cherche d'autres exemples. Bon, je vous ai fait tout un cours là-dessus sur lui. C'est quelqu'un qui est très attentif aux questions d'environnement, d'architecture durable. Vous voyez, tout ça. C'est lui, ah oui, tiens, parmi les réalisations célèbres qui l'ont rendu célèbre, l'ancienne usine Lu de Nantes, devenue le lieu unique. Hein, voilà, c'est lui qui l'a aménagé. Donc vous voyez, quelqu'un qui est soucieux de recycler l'architecture, de réhabiliter les friches, etc. Donc on est voilà, qui est ce Patrick Bouchin. Alors ici, on est dans une sorte de bois, et il propose donc quelque chose qui ressemble à une grange qui serait nichée là-bas au fond des bois. Voilà, avec des spectateurs, vous voyez. Et vous voyez que le bâtiment est constitué d'une série de sortes d'éléments. Il y en a 14 comme ça. Voilà la maquette de la structure en bois. Il y a 14 fermes, ça s'appelle des fermes en fait, qui sont alignées comme ça, tout en bois. Je crois que c'est du bois d'épicéa, me semble-t-il, un bois bon, commun, hein, pas été chercher des essences rares, un bois de construction habituel. Et vous voyez en particulier le souci d'épouser la forme naturelle du terrain, oui, pour le gradinage. Voilà l'intérieur, c'est quand même assez beau, tout ça est en bois. Et vous avez, en particulier ce qu'il faut remarquer, c'est que simplification ici de la salle, ce sont des grands, il n'y a pas de fauteuil, ce sont des grands bancs en bois, équipés de coussins simplement. Vous voyez, donc simplicité du dispositif. Au fond, vous avez des bouleaux de Russie qui ont été installés là derrière, peut-être pour rappeler à Rostropovitch ses origines. Et puis voilà, avec du public. Et on voit également le dispositif ici, phonique, qui a été adopté pour travailler sur l'acoustique. Hein. Alors il paraît que l'acoustique est excellente. Hein. Il résulte de tout ça que l'acoustique est excellente et que les concerts sont de très haute qualité. Alors voilà, vous voyez, quelque chose qui est assez original hein, dans la production de salles de spectacles et de concerts. Et alors, par opposition, on va revenir un peu à l'effet waouh avec ce nouveau bâtiment emblématique
de la ville d'Hambourg, qui a été inaugurée il y a peu d'années, vous voyez, en 2017, par les architectes suisses Herzog et de Meuron. Vous vous rappelez, je l'ai cité à plusieurs reprises, Herzog et de Meuron, c'est ce duo d'architectes originaires de Bâle qui ont leur studio à Bâle toujours, et qui se sont rendus célèbres par des constructions aux quatre coins du monde. Ça fait partie des stars quand même de l'architecture d'aujourd'hui. Parmi les choses que vous devez connaître, par exemple la Tate moderne de Londres. Vous voyez, l'extension de la Tate dans l'ancienne centrale thermique qui se trouve en face de la City. Hein, ça, c'est eux qui l'ont aménagé, mais il y a déjà 20 ans, hein, par là. C'est eux qui ont fait le théâtre, le stade olympique de Pékin, des JO de Pékin, le nid d'oiseau, vous voyez, le fameux nid d'oiseau. Plus près de nous, le stade de foot de Bordeaux, très beau stade, sous-employé, qui est un gouffre financier, mais comme réalisation architecturale, c'est magnifique, au nord de Bordeaux, près du pont d'Aquitaine. Alors, revenons à Hambourg. Donc là, on est vraiment de nouveau dans une réalisation de prestige, vous voyez. On est à l'entrée du port, à la charnière entre le port, les grands bassins de l'Elbe, puisque Hambourg est au fond de l'estuaire de l'Elbe, et les quartiers du centre de la ville, qui sont non loin de là. L'origine de ce bâtiment, c'est un entrepôt ordinaire, mais qui sur le plan visuel était quand même très présent à l'entrée du port, un entrepôt construit dans les années 60, qui servait à entreposer du cacao, des denrées tropicales. Et il a été décidé de le conserver, et les architectes ont décidé de construire au-dessus, donc une superstructure en quelque sorte, en s'appuyant sur cette base conservée et évidemment transformée. Alors là aussi, programme un peu complexe, avec à la fois, bien sûr, la salle de concert, mais aussi un hôtel de luxe, des appartements de luxe. On est au cœur de ces opérations aujourd'hui de prestige, de réhabilitation de ces vieux docks, entrepôts portuaires dans toute l'Europe, et qui donnent lieu à une gentrification accélérée de ces quartiers, vous le savez bien. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, c'est le programme de ce bâtiment, mais ça donne quand même un résultat. Sachez que Elfi a coûté 10 fois le budget d'origine. Donc là, ils ont fait vraiment exploser le budget. Hein. Ça a coûté 10 fois le budget d'origine, avec des années de retard aussi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que les Français qui ont des problèmes de logistique et de financement. Même exemple, j'en profite pour le dire, pour finir de torpiller les Allemands, touché et coulé, le nouvel aéroport de Berlin, hein, Schönefeld, qui est également dans le genre budget multiplié par 5 ou 6, avec 12 ans de retard. Donc, là, de ce point de vue, on peut parfois en remontrer aux Allemands. Alors voilà, revenons à nos moutons. Voilà la salle, vous voyez, à l'intérieur du bâtiment. Et puis les parties où il y a hôtels et appartements de luxe avec vue imprenable sur le port et la ville. Et puis il y a une rue, il y a une partie, publique ici, qui est une rue intérieure. On appelle, je crois, la piazza. Bon, vous voyez, on prend la piazza ici, qui permet d'accéder à ce lieu par une grande rampe, voilà, et de bénéficier aussi de la vue sur le pont. Et voilà où nous sommes, vous voyez, quand je vous dis qu'on est à la charnière des deux villes, la ville de Hambourg, ici, et là, voilà, vous voyez, l'Elbe et les premiers bassins du port. Et donc, position tout à fait stratégique dans ce quartier en pleine transformation. Au passage, la ville de Hambourg mérite d'être visitée. Bon, il y a peu de Français qui y vont en tant que touristes, je veux dire. Il y a beaucoup de liens avec l'aéronautique. Hein. Vous savez qu'il y a des vols quotidiens entre Toulouse et Hambourg, autour de Airbus et tout ça. Mais pour les Français, on ne va pas tellement faire du tourisme à Hambourg, c'est assez rare. Si vous y allez, ne manquez pas de visiter ce quartier-là, qui est un quartier de dock du 19e siècle, tout à fait extraordinaire, très beau dock, de la grande époque du port de Hambourg,
au début du XXe siècle, et qui sont aujourd'hui classés, je crois, et qui sont l'objet de transformations aussi spectaculaires, mais qui sont vraiment très très beaux en briques. Vous voyez, c'est vraiment une architecture magnifique, comme il y en a dans ces grands ports du nord de l'Europe. Voilà, donc un bel objet, mais alors c'est vraiment l'opposé de la Grange au Lac d'Évian, dans des modèles complètement différents. Et puis voilà un autre modèle, plus proche de nous, que certains doivent connaître, c'est le fameux Cursal de San Sebastián, au Pays Basque, qui a été construit par Rafael Moneo, il est bien âgé maintenant. Rafael Moneo, je crois qu'il approche les 90 ans, me semble-t-il. Mais c'est le grand nom de l'architecture espagnole de ces 50 dernières années. Rafael Moneo, il a eu le prix Pritzker et il a laissé dans le pays des réalisations tout à fait magnifiques et singulières. Par exemple, le réaménagement de l'autre côté du col du Portalet de la station de Panticosa. C'est lui qui a fait le réaménagement de la station, par exemple. Ou bien à l'entrée de Huesca. Vous avez aujourd'hui un musée fondation qui s'inspire des formes de la Sierra de Guara. Vous voyez, avec des couleurs de roches, etc. Si vous passez par Huesca, faites le détour, c'est une belle architecture. Alors, à San Sebastián, il construit ce Cursal, qui prend un nom germanique. Vous voyez, le Cursal, ça vient d'Allemagne ou d'Autriche. Nous sommes ici, sur la deuxième plage de San Sebastián. Ça, c'est derrière, c'est la plus célèbre, la Concha, là, ici. Et là, c'est l'autre plage, qui est donc à l'est. Et là, voilà, de plus près, vous voyez, de jour et de nuit, on a des effets tout à fait différents. Ce bâtiment gagne à être vu à la tombée du jour, parce que les lumières s'allument et qu'on voit l'éclairage intérieur, ça donne un effet tout à fait différent. Donc, vous voyez là, derrière la ville que vous connaissez sans doute tous, avec le quartier des bars, tout ça, qui est par là, la Concha à l'arrière, et puis l'autre plage. Alors pourquoi ça s'appelle Cursal? Parce qu'à l'origine, il y avait effectivement un casino, un Cursal, dans les villes d'eau allemandes. C'est ce lieu où il y a les lieux de loisirs, de détente, quand on fait une cure. Donc il y a casino, restaurant, etc. Vous voyez, tout ce tas d'équipements qui accompagnent la vie mondaine un peu du curiste. Alors ce type de bâtiment avait été construit également sur cette plage, à San Sebastián, dans les années 20 du XXe siècle. Et malheureusement, pour la ville, je crois que c'était en 24 ou je ne sais plus combien, quelques années après, je ne sais pas si vous savez que dans l'histoire d'Espagne, à la fin du règne d'Alphonse XIII, il y a eu le dictateur Primo de Rivera, un militaire qui a pris le pouvoir et qui a imposé une sorte de dictature. C'est son fils qui a fondé la phalange, José Antonio. C'est son fils. Lui, le père, il était militaire, général. Il a pris le pouvoir et une de ses mesures, ça a été d'interdire les jeux d'argent. Donc du coup, du jour au lendemain, tout un tas de casinos ont dû fermer leurs portes. Et c'était le cas du Cursal de San Sebastián, et qui n'a eu que quelques années d'existence. Et alors depuis, il était resté là, fermé, personne ne l'avait repris, et jusqu'aux années 70-80, on a décidé d'en faire quelque chose, de ce lieu. Alors on a démoli le Cursal, et on a construit le nouveau bâtiment de Rafael Moneo à la place. Le voilà de jour. Vous voyez, avec ces matériaux translucides qui donnent un aspect tout à fait particulier. Et vous voyez ce côté un peu... Les bâtiments ont l'air d'être... Ils le sont, un peu comme basculés, vous voyez. Comme s'ils avaient été un peu bousculés par la grande houle qui déferle là sur la plage à longueur d'année. Et puis, hop, on saute encore... l'océan, et on va jusqu'aux Canaries, où on trouve dans la capitale de l'île de Tenerife, Santa Cruz, cet extraordinaire auditorium où l'on retrouve la patte de Santiago Calatrava que nous avons vu à Valence très rapidement la semaine dernière. Vous vous rappelez l'opéra de Valence là, il a commis également
ce bâtiment, enfin commis, j'exagère un peu, hein, il nous a offert ce bâtiment qui est bon, je trouve, par rapport à celui de Valence, moi j'apprécie davantage celui-là qui a vraiment une grande élégance. Je vous ai dit que Santiago Calatrava était un ingénieur architecte, à partir de ses dessins où il imaginait des formes un peu époustouflantes, il travaillait de manière à produire l'ingénierie qui pouvait réaliser ses rêves d'architecte. Et c'est le cas ici où vous voyez une véritable voile comme ça de béton qui vient surmonter le bâtiment principal où se trouve la salle. On est en bordure de mer et vous voyez d'ailleurs au premier plan sur cette image le matériau volcanique noir qui constitue l'essentiel de l'île de Tenerife, comme des Canaries en général, puisque c'est des îles volcaniques. Voilà, je vous ai photographié la maquette qu'on trouve à l'intérieur du bâtiment, dans le hall d'accueil, quoi. Et où on comprend bien comment ça fonctionne, vous voyez. Finalement, vous voyez que tout cet attirail architectural pour quand même une salle relativement modeste. Bon, ça c'est un peu les problèmes de Calatrava, qui est un architecte un peu grandiloquent, qui fait des grands gestes architecturaux, mais qui sont coûteux d'une part, mais finalement après la partie fonctionnelle paraît un peu limitée par rapport à ces énormes constructions. Bon, ça, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est un bel objet avec une salle qui, paraît-il, a une bonne qualité acoustique, ce qui est moins le cas à Valence, paraît-il. À Valence, il paraît que il y a des fois, ça pose des problèmes. Donc voilà les gradins de la salle et la voûte, et puis cette véritable langue, en quelque sorte, ou vague de béton, qui, comme une aile, vient recouvrir l'ensemble de l'édifice. Et quand on la regarde sous différents angles, elle offre vraiment des perspectives tout à fait singulières. On retrouve des formes organiques, un peu comme le requin de Valence, vous voyez. On peut imaginer des animaux marins surgissant de la mer, vous voyez. Il y a quelque chose d'organique dans ces formes, tout à fait. J'ajoute qu'au passage, vous voyez, la couleur blanchâtre, est obtenue par des millions et des millions de carreaux de céramique blanc cassés, selon le procédé traditionnel catalan ou valencien, qu'on appelle le trincadi, et qui consiste à briser des morceaux de céramique et fait des assemblages comme ça pour recouvrir ou au sol ou bien sur des murs. Alors il a repris ce procédé pour couvrir l'ensemble du bâtiment de ces morceaux de céramique blanc qui permettent d'obtenir des effets intéressants. Et puis nous allons maintenant parler de Jean Nouvel à un double titre. Jean Nouvel qui, on va le voir, offre à la fois une salle boîte à chaussures, inspirée de la boîte à chaussures, à Lucerne, en Suisse, et à Paris, à la Nouvelle Philharmonique, qui se trouve à la Villette, va au contraire adopter un plan en vignoble. Donc on va voir là, chez le même architecte, les deux grands types de salles que je vous ai présentés au début. Alors d'abord Lucerne, qui a été salué à l'époque où il a été construit par tout le monde, les autorités de Lucerne en premier, mais aussi tout l'univers des architectes et des musiciens, tout ça. Tout le monde a salué la performance de Jean Nouvel, qui offre au bord du lac des Quatre Cantons. À Lucerne, c'est le lac des Quatre Cantons. C'est la Suisse par excellence. On est au cœur de la Suisse alpine. Donc, on a là un programme composé de 3 éléments. Une salle de concert, un palais des congrès et des salles d'exposition d'art contemporain. Voilà les trois pans du programme imposé. Il nous offre un bâtiment au bord du lac, situé au cœur de la ville, le voilà, tout près de la gare centrale, en bordure du lac, et à proximité de la vieille ville, ici, avec les célèbres ponts, vous savez, les ponts en bois qui courent sur le lac, comme on trouve aussi à Berne. Voilà
voilà le bâtiment, qui n'a l'air de rien comme ça, mais quand on s'approche, hein, vous voyez, là, vue du lac, et des appontements où arrivent les petits bateaux qui circulent sur le lac. Et vous voyez, cette espèce de structure qui surplombe le tout, et qui enveloppe en quelque sorte l'ensemble du programme, c'est cette magnifique voile métallique qui s'avance de part et d'autre du bâtiment, qui est métallique, hein. C'est acier, aluminium, cuivre, c'est pas du tout du béton. Hein. Voilà, ça c'est le toit qui enveloppe, si vous voulez, l'ensemble du dispositif, avec les différentes parties que l'on discerne assez bien. Et des ouvertures sur le paysage urbain et du lac, qui ont été saluées comme vraiment une grande réussite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie musicale. Hein. Là, voilà. Alors, si vous avez en tête le travail de Jean Nouvel, l'Opéra de Lyon qui est noir, par exemple. Alors, quand on a vu l'Opéra de Lyon qu'il a fait quelques années auparavant, et qu'on voit à Lucerne, là c'est le règne du blanc. Vous voyez, c'est le blanc qui triomphe. Bon, c'est dit pour dire que Jean Nouvel, quelqu'un qui varie beaucoup, hein, c'est pas quelqu'un qu'on peut reconnaître comme ça parce qu'il y aurait un style Jean Nouvel. Chaque proposition de Jean Nouvel est différente et s'adapte à chaque environnement, si vous voulez. Alors ici, vous voyez, une salle de type boîte à chaussures modernisée, avec des galeries latérales, donc on retrouve un dispositif quand même traditionnel, avec des rangées de fauteuils en orchestre, et puis tout un dispositif acoustique. Alors là, j'ai omis jusqu'à présent de parler, mais au moins je peux y faire allusion. Aujourd'hui, dans les salles de spectacle ou d'opéra, interviennent des grandes sociétés, des grandes boîtes d'acousticiens qui opèrent dans le monde entier, sur tous les chantiers, dont une des plus célèbres s'appelle Artec, elle est basée aux États-Unis, et c'est elle qui est intervenue là. Donc, les architectes qui conçoivent ces lieux travaillent en cheville avec ces grandes sociétés d'acousticiens qui sont là, présents sur le chantier de A à Z, si vous voulez. Hein. Donc, c'est ça, il faut bien comprendre que c'est à la fois des œuvres d'architectes et au même niveau un travail d'acousticien. Et tout le monde a salué les qualités de cette salle. Bon, tous les musiciens qui ont été appelés à travailler là saluent un magnifique travail. Vraiment un outil extraordinaire. Notamment, dans les galeries, alors vous voyez, là, tout ça, comme dans la Grange au Lac, hein, on retrouve ces dispositifs destinés à contrôler le son. Et alors là, ce qui est tout à fait étonnant, dans ces galeries, s'ouvrent des volets mobiles que vous voyez ici et qui sont utilisés selon le type de musique qui est produit pour travailler sur la réverbération du son. Donc, vous voyez comme c'est vraiment très sophistiqué. Hein. Il y a une cinquantaine comme ça de volets qui s'étagent autour de la salle et qui permettent de travailler sur le son et de produire des réverbérations qui varient de 1,5 seconde à 3 secondes 2, je crois, ce qui est considérable. Donc vous voyez l'écho hein, des sons à travers la salle. Alors tout ça est travaillé et adapté en fonction du type de musique qui est produit sur place. Alors, et voilà le même Jean Nouvel qui, 20 ans après, ou 15 ans après, nous offre cette fameuse philharmonie qui a fait l'objet de tant de polémiques aussi, hein, notamment financières. Alors là, il y a effectivement il y a eu une explosion du budget. Mais n'en parlons pas aujourd'hui. En tout cas, vous voyez ici cet objet qui se dresse de façon un peu insolite au-dessus du parc de la Villette et à proximité du boulevard périphérique qui passe là tout à côté. Hein. On est à 30 mètres du périph'. Là. Voilà. Donc on est vraiment dans un milieu très très particulier qui a été choisi justement pour offrir enfin à l'est de Paris, jusque-là dépourvu de grandes salles de concert, un lieu justement où la population des environs, que ce soit les quartiers, les arrondissements de l'est de Paris, qui sont plutôt populaires par rapport à l'ouest de Paris, ou bien la banlieue proche. De l'autre côté, c'est Pantin, vous voyez,
Montreuil, par là. Donc on est là, et le but de cette construction, c'est effectivement de s'ouvrir à un nouveau public qui jusque-là est absent des grandes salles comme Pleyel ou autres, ou Gaveau. Alors voilà le pourquoi du comment, et voilà le contexte. Donc on est ici, vous voyez, Jean Nouvel le présente aussi comme une colline. Il a voulu faire une colline qui répond aux buttes de Chaumont, qui sont quelque part dans le paysage ici, plutôt à gauche, hors champ, et qui offre une nouvelle, bon, comment dire, un nouveau point d'appui dans la skyline parisienne, en quelque sorte. Il a voulu également, comme à Oslo, rappelez-vous la semaine dernière, que le public puisse gravir l'édifice comme une colline et monter jusqu'en haut et jouir du paysage. Et effectivement, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, si c'est pas trop pluvieux, et vous aurez un point de vue tout à fait étonnant, à la fois sur le parc de la Villette, le Paris au-delà, et la banlieue proche, avec en particulier, alors là, variation de... C'est de la fonte de l'aluminium qui recouvre l'ensemble du bâtiment, et selon le moment de la journée, selon la saison, ça prend des apparences tout à fait différentes, et parfois fantasmagoriques, hein, c'est vraiment un objet tout à fait insolite, que beaucoup ne trouvent pas très très réussi. Bon, ça se discute. Mais voilà, d'en haut, vous voyez, vous pouvez monter, et d'en haut, vous avez une vue sur la banlieue, et notamment ici, les magnifiques anciens, ce qu'on appelle les grands moulins de Pantin, qui ont été transformés, réhabilités, et devenus, sont propriétés de BNP Paribas, qui a une division financière spécialisée là-dedans. Et la salle, comme je vous le disais, a adopté le plan en vignoble. Et vous voyez comment les spectateurs sont disposés en chorale, en quelque sorte, autour de l'orchestre qui est ici dans sa vallée. Alors, là aussi, il paraît que les musiciens sont vraiment ravis, et c'est une des meilleures salles au monde qui existent. Vraiment, c'est une réussite. Si on peut discuter de l'enveloppe architecturale, en tout cas, la fonction pour laquelle elle a été conçue, salle de musique, ça marche, hein, du tonnerre de Dieu. Il paraît que c'est vraiment exceptionnel, et pour toutes sortes de musique, parce que l'objet de cette philharmonie, c'est pas que de la musique philharmonique, hein, c'est toutes les musiques du monde qui sont convoquées là. Vous pouvez y trouver les musiques populaires, pas moi, le reggae, la techno, etc. Tout est invité, toutes les musiques sont invitées dans ce lieu, et respectées au même niveau, si vous voulez. C'est ça l'idée. Hein. Voilà le topo. Et là, vous voyez, on glisse vers un nouveau type de salle de musique où il n'est plus question seulement de musique classique, mais de musique différente, de toutes sortes de musique. Musique classique, certes, mais aussi musique populaire de toutes sortes. Et justement, ça va être l'objet de la scène musicale. Vous voyez le jeu de mots, scène, qu'on peut entendre aussi comme la scène, enfin S-C-E, hein, scène musicale, de Boulogne-Billancourt sur la fameuse île Seguin de Renault. Le fief ouvrier, hein, de Renault, et vous vous rappelez que je vous ai dit que François Pinault avait envisagé d'installer sa fondation là, à la pointe ici. Et il y a les plans de Tadao Ando, la maquette prévue, et puis finalement, vous savez que ça a été le clash, puisque ça tardait tellement, il y avait tellement de problèmes administratifs ou autres, qu'il en a eu marre, François Pinault, il a dit, bon, ben, allez vous faire voir, moi je vais ailleurs. Il est allé à Venise, comme je vous l'ai montré, et puis il a fini à la bourse de commerce des Halles. Hein. Alors voilà, mais alors du coup, les autorités locales, c'est-à-dire le département des Hauts-de-Seine, vous savez à quel point c'est le département le plus riche de France quand même, hein, les Hauts-de-Seine. Donc il y a de l'argent normalement. Donc, et la municipalité de Boulogne ont trouvé une solution sous la forme de ce qui est devenu la scène musicale, sous l'impulsion notamment du député local, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est décédé maintenant, qui était Patrick Devedjian.
Ça vous dit quelque chose? C'était le grand bonhomme du département à l'époque, avec Pasqua, c'était les grands Manitou là, de ce coin, et avec des budgets conséquents quand même. Donc du coup, ils ont trouvé une formule qui est la scène musicale, où a été convoqué cette fois le duo qu'on a vu à l'œuvre à Metz, c'est-à-dire Shigeru Ban, l'architecte japonais, et Jean de Gastine. Vous vous rappelez l'antenne de Beaubourg à Metz. C'est le même duo qui va produire la scène musicale. Alors la scène musicale, la voilà à la place des anciennes usines Renault. Je les rappelle quand même parce que ça a été le grand fief de la CGT, du PC pendant des décennies. Et vous savez que quand Renault toussait, la France était enrhumée, hein, on disait. Bon. Et donc, au moment où justement Renault ferme, puis on parle de démolir les ateliers, il y a eu une grande polémique, un grand débat en tout cas. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Et justement, Jean Nouvel, encore lui, je me rappelle, a produit un grand article qui a été publié dans Le Monde, dans lequel il appelait à conserver, à sauvegarder une grande partie de cette île Seguin, qu'il avait appelé, il a toujours le sens de la formule, le crack des ouvriers, vous voyez, par allusion au crack des chevaliers, le fameux château de Syrie, construit à l'époque des croisades. Alors il voulait transformer l'île Seguin en crack des ouvriers, en souvenir des luttes sociales qui s'y étaient déroulées. Bien entendu, ça n'a pas été retenu, comme vous le savez, et on a démoli tout ça. Et voilà maintenant, à la pointe de l'île, la scène musicale qui est constituée à la fois d'une scène de grande amplitude ici, qui est destinée aux musiques de toutes sortes, y compris les musiques populaires, rock, etc. Les grands raouts de ce type-là, tandis qu'il y a ici à l'intérieur de cette sphère de verre et de métal, c'est là que se produisent les musiques classiques, si vous voulez, traditionnelles. Voilà. Alors il y a donc plusieurs lieux comme ça, plus rues, marchands, etc. Bien, tout un dispositif. Et voilà la salle en question, à l'intérieur de la sphère, c'est pas une sphère, vous voyez, de ce volume de verre et d'acier, où on retrouve, vous voyez, l'armature qu'on a trouvée à Metz, en bois, là. Hein. Voilà. Alors, la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il y a ici une aile mobile équipée de panneaux solaires et qui roule sur des rails. Oui, voilà. Vous voyez, elle se déplace au fur et à mesure dans la journée. Elle épouse la course du soleil, ce qui lui permet de bénéficier au maximum de l'effet du rayonnement solaire pour produire de l'électricité, qui alimente évidemment les bâtiments. Donc on va vers l'autosuffisance, c'est les bâtiments passifs, hein, comme on dit maintenant. Voilà, et voilà l'intérieur de la salle qui se prête à la fois à des concerts ou, pour la salle, l'autre salle, à des grands raouts multimédia comme on les fabrique aujourd'hui. Et puis maintenant, que faire de l'autre pointe de l'île? Eh ben, c'est en cours d'aménagement et le choix s'est porté sur l'équipe dont je vous ai parlé, l'équipe catalane ERC, qui a son atelier à Olot, ceux qui ont fait le musée Soulage. Hein, ce sont des Catalans. Et ces mêmes Catalans, c'est eux qui ont été choisis pour construire la pointe amont de l'île, qu'on a appelée la pointe des arts, où il va y avoir un musée d'art contemporain, une galerie de sculptures en plein air, un hôtel de luxe évidemment, et des appartements de luxe, on n'y échappe pas, et un cinéma, un complexe cinématographique pâté, tout à fait spectaculaire. Voilà, vu de la scène, ce que ça va donner, vous voyez. Voilà, la suite de l'aménagement. Voilà. Et alors, puisque nous arrivons à la fin de la séance, plus ou moins, je vais évoquer très rapidement la question de la pop culture, précisément. Nous y sommes, là, à la charnière, vous voyez, ces lieux où il y a à la fois musique savante, musique classique, traditionnelle, et nouvelles formes musicales, la culture de masse, vous voyez, d'aujourd'hui, bon, hein.
avec tous ces avatars. Alors c'est ainsi qu'a été conçu le fameux Zénith. Le premier Zénith a été construit au parc de la Villette, précisément pour accueillir des concerts rock. Vous ne savez plus où les loger, ces concerts qui rassemblaient de plus en plus de monde. Et donc, on a imaginé, on a confié un cabinet d'architectes, vous voyez, en 1984, donc vous voyez, ça nous fait 40 ans maintenant, premier Zénith, le voilà, en bordure de la Villette, avec l'atelier Chex et Morel, qui ont reçu pour cela une équerre d'argent, c'est-à-dire qui est décernée chaque année par la revue Le Moniteur à une réalisation exemplaire, parce que c'est un lieu qui a été voulu comme un lieu démontable, a priori, transportable, mobile, adaptable, et conçu donc avec des matériaux qui le permettent. Dans les matériaux légers, des structures métalliques démontables, et le tout couvert par des matières de type synthétique moderne, mais à la fois légères et résistantes, comme on en trouve beaucoup dans l'industrie maintenant, ou dans l'aéronautique. Un bâtiment comme ça, tout à fait rouge vif, qu'on a appelé les folies, parce que ça fonctionne un peu comme les folies traditionnelles dans les parcs d'autrefois, bâtiments un peu insolites, de fantaisistes, etc. Donc, une de ces folies, de Bernard Tchoumi, l'aménageur général du parc, a été choisie pour être la porte d'entrée de la salle elle-même. Voilà comment elle est disposée, vous voyez. Et puis voilà les matériaux qui sont utilisés. Et à l'intérieur, vous voyez en particulier ces toits, cette structure en 3 dimensions, articulée, qui permet de couvrir de vastes espaces sans point d'appui intermédiaire. Et donc qui dégage la vue pour des milliers de spectateurs. Dans la foulée, un certain nombre de villes ont décidé de s'équiper. On a le même modèle à Montpellier. Et puis ça s'est étendu un peu partout, avec des formules architecturales différentes, mais proches dans l'esprit. À Pau, vous l'avez en bordure d'autoroute, quand vous longez Pau. À Toulouse, qu'on survole quand on atterrit à Blagnac, on voit très bien le Zénith de Toulouse, avec son immense parking autour. Et puis, très spectaculaire, à l'entrée de Clermont, par exemple, je n'ai pas, je vous rassure, j'ai pris quelques exemples, c'est tout. Mais il y en a beaucoup maintenant, dans toute la France. Il y en a presque toutes les villes, d'une certaine importance, ont ou un Zénith, ou ce qu'on appelle désormais une aréna. Alors celle-ci, aux portes de Clermont, elle a la forme d'un volcan, bien sûr. On est en Auvergne. La plus grande de France se trouve à Strasbourg. Architecte milanais, Massimiliano Fuksas. Ici, 12 000 places. Et puis aux portes de Bordeaux, depuis presque une dizaine d'années maintenant, Rudy Ricciotti nous a offert ce fameux aréna de Florac. C'est aujourd'hui, si vous allez à Bordeaux, il y a un nouveau pont qui a été construit, qui s'appelle le pont Simone-Veil, à l'entrée est de Bordeaux, entre Bègles, rive gauche, et Florac, rive droite. Mais au débouché du pont, vous avez l'aréna de Rudy Ricciotti, qui est très beau comme forme, en béton léger, vous voyez, et qui est très beau à voir le jour et la nuit, comme vous pouvez le voir. Et puis pour terminer, à Paris, la Défense Arena, à Nanterre, c'est-à-dire dans le prolongement de la Défense, exactement. Quand vous êtes à l'Arche de la Défense, vous le voyez tout près de là, la Défense Arena, Christian de Portenparc, donc grande signature. Là également, vous voyez les effets d'éclairage tout à fait spectaculaires de ces nouveaux lieux qui sont, alors là, pour le coup, à l'Arena de Nanterre, qui sont utilisés en temps normal, enfin, une partie du temps par le sport, ici le rugby, c'est le siège du Racing. Le Racing, pour ceux qui connaissent le rugby, le Racing joue là, avec un écran gigantesque ici, vous voyez, qui paraît que c'est le plus grand écran d'Europe,
qui affiche les résultats, etc. Bref. Et on voit vraiment l'irruption de la technologie ultramoderne dans ces nouveaux lieux de festivités populaires. On est dans le domaine du loisir général avec soit des spectacles géants, c'est le même lieu, hein, transformé en lieu pour rockers ou autre, vous voyez. Et donc, selon les moments, vous avez des lieux comme ça. C'est ça qu'on appelle les arénas. Les zéniths, c'est exclusivement musical. Hein, vous voyez. Tandis que les arénas, c'est conçu pour... C'est des multiplexes où on peut faire toutes sortes de choses complètement différentes. Et tout est conçu pour être aménagé comme ça et transformé. Donc voilà la nouvelle tendance de ces lieux, de la culture générale, populaire, telle qu'elle existe dans la plupart des pays occidentaux, on va dire, hein, et même dans le monde entier aujourd'hui. Voilà. Et on s'arrête là pour... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.